Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps et l'information de ce lundi dominé par un titre. Il est le chef d'État américain le plus âgé jamais investi. Donald Trump, 78 ans, retrouve la Maison-Blanche aujourd'hui. Il va prêter serment à Washington et devenir le 47e président des États-Unis. Une cérémonie à l'intérieur du Capitole à cause du froid sous haute sécurité qui enthousiasme autant ses partisans qu'elle inquiète ses détracteurs. Elle est à suivre bien sûr en direct sur France 24 alors que la capitale fédérale dort encore. Donald Trump en forme olympique qui a promis de signer des dizaines de décrets en ce jour d'investiture. Immigration, droit de douane, il revient plus déterminé que jamais à tenir sa promesse de rendre à l'Amérique sa toute-puissance. Et c'est une question qui peut paraître paradoxale en ce jour d'investiture, mais elle mérite d'être posée. Ce retour de Donald Trump, entouré d'une équipe loyale et déterminée, un homme plus populaire et peut-être plus radical encore, menace-t-il la démocratie américaine telle que l'avaient pensé les pères fondateurs? Quelle place au contre-pouvoir, à la justice, à la société civile, à la presse aussi, face à celui qui a promis de se comporter en dictateur au moins les 24 premières heures de son mandat? Trump numéro 2, la démocratie en péril, question posée jusqu'à 10h45 à Corentin Célan et à Bruno Darou. Bonjour, merci d'être là. Parlons-en les invités, on a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Corentin Célan. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Historien, spécialiste des États-Unis, chroniqueur au jour. Bruno Darou, rebonjour. Rebonjour Pauline. Vous êtes ici chez vous, chroniqueur international à France 24. Nous sommes, messieurs, ça ne vous a pas échappé, le 20 janvier et il y a comme un air de déjà-vu. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. 8 ans, jour pour jour, après cette image, sa première prestation de serment, Donald Trump deviendra tout à l'heure le 47e président des États-Unis. Comme il y a 8 ans, il posera sa main gauche sur la Bible héritée de sa mère et lèvera l'autre pour jurer de protéger et défendre la Constitution. C'est cette Constitution qui nous intéresse aujourd'hui. L'une des plus vieilles au monde, encore en application, elle date de la fin du 19e siècle. Protège-t-elle encore suffisamment l'une des plus grandes démocraties du monde ? Écoutez ce que disait Joe Biden il y a 4 jours. C'est une concentration dangereuse des pouvoirs dans les mains d'une poignée de personnes ultra riches. Les conséquences sont dangereuses si leur abus de pouvoir n'est pas maîtrisé. Aujourd'hui, une oligarchie prend forme en Amérique, dont l'ultra-richesse, la puissance et l'influence menacent concrètement toute notre démocratie, nos droits fondamentaux, nos libertés. Constitution qui date bien sûr de la fin du 18e. Merci Bruno de me l'avoir rappelé. Pourquoi est-ce que Corentin Célan, Joe Biden disait lors de ses adieux à la nation que la démocratie américaine était fragile ? Alors, Joe Biden faisait allusion surtout au risque oligarchique, c'est-à-dire au risque de prise du pouvoir par quelques grands milliardaires. Et effectivement, on peut constater avec cette nouvelle présidence Trump la présence inédite à ses côtés dans des rôles dans l'État. On peut penser à Elon Musk à la tête d'une commission présidentielle, de ceux qui ont financé sa campagne, qui sont les grands donateurs de sa campagne. On peut cependant critiquer Joe Biden parce que ce risque oligarchique, il existe depuis des décennies aux États-Unis. Les démocrates aussi ont des grands donateurs à qui ils faisaient une place très importante dans l'influence et la construction de leur politique. La différence, c'est que là, ces grands milliardaires, ils vont être, en tout cas pour Musk, au cœur de l'État, au cœur de la machine de l'État, ce qui pose des problèmes de conflit d'intérêts. Musk est à la fois un grand fournisseur de l'État américain, avec en particulier SpaceX, et en même temps, il aura un regard sur les dépenses de l'État fédéral. Il sera à la fois juge et parti. Donc, c'est ça que critique Joe Biden, mais peut-être faut-il aussi que les démocrates, après Biden, fassent leur autocritique sur leur propre lien avec l'argent des grands milliardaires. Donc, c'est une question plus complexe que la critique de Joe Biden. Bruno ?
Oui, moi je suis évidemment assez d'accord avec ce que Corentin vient de dire. En fait, ça a toujours existé dans l'histoire des États-Unis, avec des grands donateurs qui sont récompensés ensuite par des postes d'ambassadeurs, par exemple. Le poste d'ambassadeur de Paris a souvent été une manière de remercier un donateur généreux, y compris pour le Parti démocrate. Ça a été un des principaux arguments de Joe Biden pendant le temps où il faisait campagne, et même durant son mandat, c'était de dire, avec Donald Trump, en fait, la démocratie américaine est en danger, et nous, les démocrates, nous sommes là pour défendre la démocratie. Or, on voit que, heureusement ou malheureusement, selon ses opinions, ça n'a pas très bien fonctionné. Kamala Harris, d'ailleurs, s'était un peu repositionnée moins sur la défense de la démocratie que sur la défense des libertés, en particulier les libertés des femmes, le droit à l'avortement, le droit aux pratiques contraceptives, etc., le droit des minorités. Bon, ça n'a pas très bien marché non plus. Donc, je pense qu'effectivement, comme le disait Corentin Sellin, c'est plus compliqué que ce qu'il y paraît, et que les démocrates aussi ont une véritable réflexion à mener sur ce qui a été leur agenda, qui n'a pas très bien fonctionné auprès d'une majorité de l'électorat. D'autant que Joe Biden, politiquement, c'est quand même singulier qu'au moment de quitter la Maison-Blanche, Corentin, émette cette critique, bien sûr, à mots couverts à l'égard d'un homme qui a été élu démocratiquement, largement élu. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Alors, ça dit peut-être déjà beaucoup sur Joe Biden. Je pense qu'il y a toujours le regret chez lui de ne pas avoir pu aller au bout de sa candidature. On a appris récemment qu'il pense toujours qu'il aurait pu gagner. Ce qui explique d'ailleurs un refroidissement assez net de ses relations avec Kamala Harris, qui a peu goûté ses déclarations. Et donc, en disant ça, il dit aussi, moi, si j'avais pu continuer ma campagne en disant, comme en 2020, je suis le défenseur de la démocratie contre Donald Trump, j'aurais gagné. Il y a un peu cette dimension-là. Mais ce que ça dit aussi, c'est que Joe Biden, il rend aussi un peu les coups, parce qu'il faut se souvenir, par exemple, que Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite de 2020 face à Joe Biden, qu'il y a 4 ans, Donald Trump n'était pas venu à l'investiture de Joe Biden. Et en fait, on va dire là, Joe Biden rend un peu la monnaie de sa pièce à Donald Trump. Joe Biden qui sera là tout à l'heure, bien sûr, à l'intérieur du Capitole, oui. Bruno, une petite parenthèse météo, mais qui en réalité est assez singulière aussi dans ce moment qu'on va vivre aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a toujours de la symbolique d'une part, et il y a toujours de la part de Trump et de ses équipes d'autre part toujours le moyen de faire certes de la politique, mais surtout faire du spectacle de la politique. Alors on peut penser que Donald Trump aurait souhaité que la météo eût été plus favorable pour que ça se déroule comme d'ordinaire sur la terrasse du Capitole, devant le mall avec des dizaines de milliers de personnes. Ça aurait fait des très belles images. Bon, le temps en a décidé autrement. Ça se fera donc à l'intérieur, dans la salle de la Rotonde, à l'intérieur du Capitole, avec 700 invités. Et évidemment, c'est éminemment symbolique, puisque finalement Donald Trump va être investi 4 ans après l'assaut mené par les émeutiers contre ce même Capitole. Donc c'est un clin d'œil assez ironique ou tragique, comme on voudra, de l'histoire, d'autant plus que Donald Trump a annoncé qu'il comptait bien gracier une partie, on ne sait pas exactement combien, des 1200 émeutiers qui, le 6 janvier 2021, s'étaient lancés à l'assaut du Capitole. Et on se souvient d'ailleurs, et ça avait lancé d'une certaine façon ce premier mandat de Donald Trump, Corentin. Il avait dit à l'époque, en 2017, on a vu l'archive à l'instant, qu'il n'y avait jamais eu autant de monde à une investiture que lors de son investiture, et que par ailleurs il faisait très beau, ce qui était complètement faux. Oui, alors cependant c'est un peu difficile de comparer les deux investitures, parce que le contexte est complètement différent. Il y a 8 ans, Donald Trump arrivait comme un président minoritaire, on va dire mal élu, il n'avait pas eu du tout la majorité du vote populaire, il était extrêmement contesté, il y avait des résistances partout dans le pays, et il arrivait avec ce style tout à fait inhabituel pour une présidence. Aujourd'hui, on est complètement dans autre chose. Il arrive, il bénéficie d'une forme d'état de grâce. C'est vrai que pour l'instant, dans les sondages, sa transition et la manière dont a été menée la transition depuis son élection en novembre est saluée par les électeurs. Il arrive, alors on en reparlera peut-être, avec cet accord entre Israël et le Hamas, dont il peut s'attribuer une partie de la paternité. Donc il y a une forme d'état de grâce, et surtout, il y a un ralliement massif des élites économiques, on en a parlé, de beaucoup de grands patrons qui, pour certains, étaient dans l'hostilité, voire la résistance, entre guillemets, il y a 8 ans. Donc, c'est très difficile de comparer les deux investitures. Par contre,
il y a un point commun par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'il y a 8 ans, il avait déjà voulu marquer son entrée par toute une série de décrets présidentiels marquants. Et là, on a l'impression qu'il s'apprête à refaire la même chose, mais à une échelle encore plus inédite, en rappelant que les décrets présidentiels, ce sont ces décrets qu'il peut prendre sans en référer au Congrès. Il peut agir sans référer au Congrès et agir dans la vitesse, dans la vitesse et l'urgence comme il a envie de le faire. D'un mot, Quentin, avant de poursuivre, est-ce qu'on a la certitude que c'est la dernière fois que Donald Trump prêtera serment aujourd'hui en tant que président, puisqu'il a émis, contrairement à ce que prévoit la Constitution américaine, l'éventualité de se présenter une troisième fois? Est-ce que Alors, oui, alors évidemment... Ça, c'est le spectacle? Ça, c'est le spectacle, c'est l'humour très particulier de Donald Trump. On rappelle que depuis le 22e amendement ratifié en 1951, le 22e amendement de la Constitution, un président des États-Unis ne peut pas faire plus de 2 mandats, et que il faudrait supprimer ce 22e amendement, et la procédure est tellement complexe et demanderait le soutien de tellement de démocrates et d'États démocrates aussi ensuite pour la ratification, que cela est impossible. Bruno, il faut rappeler quand même, on l'a évoqué brièvement, mais c'est quand même important de le rappeler aujourd'hui. Celui qui se réinstalle à la Maison-Blanche aujourd'hui est un homme qui n'a jamais reconnu sa défaite face à Joe Biden il y a 4 ans. Et vous l'avez dit aussi, qui parmi les premiers décrets qu'il prendra aujourd'hui, éminemment symboliques, il y aura la grâce de certains de ceux qui ont voulu prendre le Capitole à l'endroit même où il va prêter serment tout à l'heure. Oui, puis il faut rappeler que Donald Trump, il revient de loin. Hein. Il était quand même en position extrêmement délicate sur un plan judiciaire, avec plusieurs procès. Donc, il a réussi non seulement à ressurgir, à s'imposer au sein de son propre camp de manière définitive, de manière volontaire ou contrainte. Hein. On pourra peut-être aussi y revenir au sein du Parti républicain. En fait, ses rivaux n'osent plus s'élever contre lui, plus le ralliement, effectivement, des milieux économiques pour des raisons très intéressées. Il revient de loin, il a un véritable désir de vengeance, ce qui fait dire d'ailleurs à certains, notamment évidemment parmi le camp démocrate, que c'est là que pèse une forme de menace sur la démocratie, avec toutes les coupes qui vont être faites au sein de la machine administrative, avec une volonté de réforme fédérale, avec peut-être, alors là c'est un soupçon pour le moment, une forme d'instrumentalisation de la justice, parce que Donald Trump est un homme aussi qui a désormais envie de se venger de ce qu'il estime avoir subi. Corentin, c'est quand même une partie de l'Amérique qui va regarder ce soir cette prestation de serment. Il sera aux alentours de 18h à Washington. C'est une Amérique qui est traumatisée par ce qui s'est passé il y a 4 ans au Capitole. Elle n'a pas pardonné ce qui s'est passé. Alors, il y a une moitié de l'Amérique. Une moitié. Alors, on est toujours dans cette problématique. C'est qu'il n'y a qu'une moitié de l'Amérique qui a été traumatisée, et la réélection de Donald Trump pour un second mandat, en dépit de l'insurrection du Capitole, veut dire qu'il y a quand même une majorité d'Américains pour qui cette insurrection du Capitole, c'est particulièrement vrai dans l'électorat républicain. Aujourd'hui, une très nette majorité de l'électorat républicain considère que l'insurrection du Capitole n'était pas si grave, voire même était une forme de défense de la démocratie. Donc, oui, il y a une moitié de l'Amérique, une petite moitié de l'Amérique qui est toujours très inquiète vis-à-vis de Trump et des insurgés. Mais comme le disait Bruno Darroux, il y a vraiment un enjeu très fort, je pense aujourd'hui, relativement aux émeutiers. C'est de savoir où Trump mettra la barre de la grâce. Est-ce que c'est une grâce totale pour tous les émeutiers, y compris ceux qui ont fait acte de violence contre la police? Mais là, il y a un risque de choquer une partie de son électorat conservateur. On ne s'en prend pas à la police, même si on est émeutier pro-Trump. Ou bien, et c'est ce que semblait suggérer son vice-président J.D. Vance il y a une semaine, gracier simplement ceux qui n'ont pas été responsables de violence contre la police, ce qui serait un signe, dans cette deuxième hypothèse, j'allais dire, d'un Trump prêt au compromis, qui entend et qui ne va pas trop loin. Ça nous donnera, cette décision qu'on attend, qu'on scrute, nous donnera un bon indice de ce qui va suivre. Est-ce qu'on a un Trump obsédé par la vengeance, obsédé par la revanche, qui cherche à régler ses comptes, ou bien est-ce qu'on a un Trump qui finalement dit faisons table rase du passé, essayons quand même d'être un peu plus modérés. C'est vraiment un des grands enjeux de cette première journée.
Ce rapport à la justice, il est fondamental, Bruno. Il y a cette question du traitement judiciaire de la tentative de prise du Capitole en janvier 2021. Il y a tout ce qui s'est passé autour de cette précédente élection. On rappelle quand même, et c'est le procureur Jack Smith qui l'a dit ces derniers jours, s'il n'avait pas été élu président des États-Unis pour une seconde fois, il aurait été poursuivi et condamné, notamment pour la tentative de retournement du vote en Géorgie. On a entendu un président, disons pendant la campagne électorale, un discours sur la justice. Alors ce n'est pas malheureusement le seul apanage du président américain, mais un discours sur la justice qui serait aux ordres d'un projet politique. C'est cette personne-là aussi qui prend le pouvoir de la première démocratie du monde. Oui, c'est ce qu'on a dit. Il y a un risque, selon ses détracteurs, d'instrumentalisation de la justice. Puis là encore, il nomme à ses postes des proches. Là, il a nommé une femme qui s'appelle Pam Bondi, qui est une conservatrice convaincue, très pro-Trump, qu'il avait défendue, en fait, lors de la première tentative de destitution. Donc il y a toujours le soupçon de conflit d'intérêts. Après, comme le disait Corentin à l'instant, c'est-à-dire, est-ce que, avec Donald Trump, on ne sait jamais si ces déclarations sont faites pour être performatives, se réaliser en actes, ou est-ce que c'est de la menace, du bluff, et que finalement, il n'ira pas aussi loin. Et puis, il faut rappeler quand même qu'il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis. On va y venir, bien sûr, mais on est quand même sur un président qui va prêter serment, dont l'élection lui a assuré la tranquillité judiciaire. L'immunité. Oui. C'est effectivement, il faut rappeler que c'est parce qu'il redevient président que toutes les procédures... c'est quand même assez singulier dans l'histoire américaine. Alors, c'est inédit, c'est une nouveauté, mais précisément... on parle là, en fait, du modèle de démocratie. Ce que Trump a peut-être enterré avec d'autres, et on se souvient des funérailles de Jimmy Carter la semaine dernière, c'est ce modèle d'une démocratie américaine post-Watergate, le grand scandale de l'époque de Richard Nixon, qu'on croyait pérenne, c'est-à-dire une démocratie où il y avait une très grande séparation des pouvoirs et un contrôle et une limitation très forte de la présidence. Incontestablement, avec l'élection de Trump, ce modèle, mais qui était peut-être un mythe aussi, de la démocratie américaine du Watergate avec les contre-pouvoirs, la séparation du pouvoir, la présidence limitée, disparaît. Maintenant, lui, incontestablement, veut aller vers un exécutif illimité, qui aurait beaucoup moins de comptes à rendre, aussi bien au Congrès qu'au pouvoir judiciaire. Et de fait, c'est un bon début pour lui, puisqu'il est exonéré par le suffrage populaire des poursuites judiciaires, des condamnations, etc. Mais justement, la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où veut-il aller dans cette nouvelle démocratie qu'on pourrait qualifier à la fois de centrée sur l'exécutif et de plébiscitaire. Et il pose aussi une question, mais qui est presque, j'allais dire, Trump, il pose une question presque philosophique, mais c'est, est-ce que dans la démocratie, le suffrage universel est plus fort que tout ? D'ailleurs, on se souvient que lors de sa première prestation de serment, il l'avait dit, ce n'est pas le passage d'une administration à une autre, mais c'est le moment où on rend le pouvoir au peuple. C'est ça la démocratie, oui, parce que, comme il le voit, lui. Oui, voilà, parce que il faut rappeler que pour Trump et pour ses partisans, tout ce qu'ils ont en tête, cet agenda idéologique aujourd'hui très fortement assumé, selon eux, c'est pour renforcer la démocratie américaine, notamment la guerre déclarée, ce qu'ils appellent l'État profond. Bon, c'est pas Trump et ses partisans qui ont inventé ça, c'est très ancré dans certaines parties du territoire américain, la lutte contre cet État, là, cette énorme bureaucratie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a confié à Elon Musk la mission de faire des coupes rases là-dedans, aussi pour faire des économies. Mais en fait, l'argument, c'est de dire cette bureaucratie, elle a pris une place tellement importante qu'en fait, elle a séparé les dirigeants de ceux qui sont dirigés, et donc c'est un dysfonctionnement démocratique, et donc ce que nous allons faire, nous, c'est de revenir en quelque sorte aux origines de la démocratie. Sauf que la Constitution américaine, on y revient, celle héritée des pères fondateurs, a installé une très forte séparation des pouvoirs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump arrive à la Maison-Blanche avec un Congrès qui est aux ordres, et même plus qu'aux ordres que jamais, puisque vous l'avez dit, au sein du Parti républicain, il n'y a quasiment plus aucune voix hostile au
nouveau 47e président américain. Il a une Cour suprême qui est acquise largement à sa cause. Et c'est justement sur cette Cour suprême qu'on va s'arrêter. Quel contre-pouvoir peut-elle incarner alors que c'était son rôle initial? C'est ce que nous raconte en images Antoine Mariotti. C'est une cour de justice entremêlée au pouvoir politique. Son équilibre est donc en permanence scruté. Sur les 9 juges de la Cour suprême nommés à vie, 6 l'ont été par des présidents républicains, dont 3 par Donald Trump. Et les nominations du milliardaire ont été jugées bien plus conservatrices que d'ordinaire. Trouver des compromis est devenu un chemin de croix. La dernière nomination de Trump a été la plus polémique. La célèbre juge Ruth Bader Ginsburg, qui a défendu les femmes et l'environnement toute sa vie, décède à moins de 2 mois de l'élection présidentielle de 2020. Alors que le processus prend souvent de longs mois, le locataire de la Maison-Blanche se précipite pour lui trouver un successeur de son bord. Joe Biden, alors candidat, le somme de renoncer. La petite fille de Ruth Bader Ginsburg a déclaré publiquement que les derniers mots de Mme Ginsburg étaient, je cite, « Mon souhait le plus cher est de ne pas être remplacé jusqu'à ce qu'un nouveau président soit installé. » En tant que nation, nous devrions tenir compte de son dernier appel, non pas pour lui rendre un service personnel, mais pour rendre service au pays. Un appel rejeté par Donald Trump. Un cas similaire s'était pourtant déroulé 4 ans plus tôt. Les républicains, Trump en tête, avaient crié au scandale à la simple idée que Barack Obama puisse alors nommer un nouveau juge. À son tour, Joe Biden dénonce un abus de pouvoir. Si la Cour suprême a un tel enjeu politique, c'est parce que les États peuvent voter leurs propres lois, mais la Cour suprême les surpasse et ses décisions sont définitives. Avortement, peine de mort, immunité présidentielle, c'est elle qui prend la décision finale en s'appuyant sur la Constitution. Avec les nominations à la Cour suprême, c'est donc l'avenir, notamment sociétal, du pays qui se joue. Plusieurs révélations ont par ailleurs terni l'image de l'institution. Le juge Clarence Thomas s'est notamment vu offrir des vacances luxueuses par un milliardaire républicain. Son épouse a participé à la campagne menée pour maintenir Donald Trump au pouvoir, malgré sa défaite en 2020. Ces scandales, parmi d'autres, l'ont fragilisé aux yeux du public. Selon un récent sondage, 54% des Américains désapprouvent aujourd'hui le travail de la Cour. Dans l'Amérique de Trump, numéro 2, Corentin Sellin, est-ce que la Cour suprême, qui est fondamentale dans cette séparation des pouvoirs à l'américaine, est-ce qu'elle peut jouer son rôle encore de contre-pouvoir ? Alors, c'est compliqué à dire parce que, effectivement, on a vu récemment, peut-être à la surprise de Trump lui-même, qu'elle était capable encore de lui donner tort, puisqu'on sait que dans l'affaire de sa condamnation, puisqu'il a été condamné, même si finalement la condamnation à New York a été une condamnation en quelque sorte vidée de contenu, puisqu'il n'a été condamné ni à de la prison, ni à une amende, ni à aucune peine contraignante, et il avait demandé à la Cour suprême, en quelque sorte, d'invalider sa condamnation, et la Cour suprême, il y a 2 juges, donc le juge Roberts, le juge en chef, et une des juges qu'il avait nommée, Amy Barrett, qui ont voté contre lui avec les juges progressistes. Donc comme quoi, il ne faut pas être caricatural non plus, il n'appuie pas sur un bouton, et les juges dont on se souvient... Obtempèrent. On se souvient que les juges de la Cour suprême ne l'ont pas du tout suivi, peut-être à l'exception de Clarence Thomas, qu'Antoine Mariotti rappelait dans son récit. Les juges de la Cour suprême ne l'ont pas du tout suivi sur le chemin du déni électoral. Bon, ça c'est un fait. Mais le problème, c'est que désormais, Trump a de nouveau la possibilité éventuellement de nommer de nouveaux juges. Il est de nouveau en position de le faire, donc il pourrait... Si l'un d'entre eux décède. Voilà, si l'un d'entre eux décède ou démissionne pour des raisons... Donc, cette Cour suprême, elle pourrait devenir encore plus conservatrice. On voit qu'il y a parmi les juges des personnes qui sont tout à fait trumpistes et qui ont affiché leurs convictions de manière, complètement contraire à toute séparation des pouvoirs, que ce soit Clarence Thomas ou Samuel Alito, qui sont sans doute les 2 juges les plus conservateurs, ils ont affiché leur parti pris pour Donald Trump. Est-ce que Donald Trump pourrait éventuellement, en cas d'ouverture, repeupler la Cour suprême encore plus en son sens ? Ça, c'est une vraie question. Maintenant, ce sera à voir. On peut pas... à voir pendant les 4 prochaines années. Sauf que, Bruno, il y a un précédent, l'interdiction au niveau fédéral de l'avortement, l'arrêt Roe versus Wade a montré quand même que cette Cour suprême, lors du premier mandat de Donald Trump, pouvait prendre une décision qui, a priori, va à l'encontre de l'opinion de la majorité des Américains. L'avortement en était la démonstration.
Oui, sur l'avortement, vous avez raison. Et du coup, aujourd'hui, je crois qu'il y a une vingtaine d'États où l'avortement est soit rendu impossible, soit rendu extrêmement difficile. Mais là, effectivement, il s'appuie sur des arguments de droit. Le fait qu'effectivement une majorité d'Américains soient favorables à l'avortement ne joue pas tellement pour eux. Ça joue plus pour Donald Trump, hein, qui, on se souvient qu'il s'était un peu... qui pataugeait un peu sur cette question, qui savait que même au sein de son électorat, et notamment chez beaucoup de femmes républicaines, y compris trumpistes, eh bien, évidemment, c'est un droit auquel finalement elles étaient attachées. Sa propre femme s'est prononcée en faveur de l'avortement. Donc, ça peut jouer pour Donald Trump, mais de toute façon, sur l'avortement, la Cour suprême a rendu son arrêt. Donc maintenant, c'est en place et c'est aux États. Donald Trump, il a toujours dit finalement, moi, ce que je trouve bien dans cette décision, c'est que c'est chaque État qui va décider de statuer sur la question du droit à l'avortement. Ce qui a fait dire aux détracteurs de Donald Trump et utiliser ce concept qu'on entend souvent, peut-être vous pouvez nous éclairer sur ce point, Corentin, que c'était l'expression de la tyrannie de la minorité. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des États-Unis ? Alors, mais ça renvoie encore à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce que la démocratie américaine ? C'est-à-dire, il y a l'idée, est-ce que c'est l'expression d'un suffrage universel et d'une majorité qui est un peu à l'instar, et on retrouve ça avec Elon Musk sur les réseaux sociaux, la majorité a toujours raison, hein, fameuse phrase de Musk, Vox Populi, Vox Dei, hein, la voix du peuple, c'est telle qu'elle s'exprime. Pour, contre, oui, non, et si on a une majorité, c'est qu'on a raison. Bon, c'est une conception. Trump, parfois, considère que face à cette volonté qu'il prétend incarner d'un peuple tout-puissant, il y aurait face à lui un État profond, des élites qui feraient résistance. Mais on peut dire aussi qu'une démocratie, ce n'est pas simplement cette expression-là, une démocratie, ce sont des pouvoirs et des contre-pouvoirs, la limitation des pouvoirs justement pour protéger la libre expression de chacun. Et là, on voit bien encore une fois que c'est une bataille entre deux conceptions de la démocratie. Mais avec cette particularité, c'est que pour chacun, la thèse adverse n'est pas la démocratie. Et c'est ça qui est fascinant. La démocratie peut être une question de point de vue. On continue cette discussion juste après la pause. À tout de suite. Oui. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. Thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Donald Trump de retour à la Maison-Blanche. Quelle sera sa politique pour les États-Unis et le monde ces 4 prochaines années? Suivez en direct l'investiture du 47e président des États-Unis le 20 janvier sur France 24. Il est 10h30 ici à Paris. Bienvenue dans cette émission Parlons-en. Les invités consacrés aujourd'hui, bien sûr, à ces quelques heures qui nous séparent d'un moment d'histoire. À l'investiture à Washington, il sera 18h heure de Paris, de Donald Trump, 47e président des États-Unis. Et cette question aujourd'hui, son retour à la Maison-Blanche, fait-elle peser un risque, une menace sur la démocratie américaine? Quelle démocratie Donald Trump veut-il réinstaurer dans son pays? On en parle avec vous jusqu'à 10h45. Corentin Sellin, rebonjour, historien, spécialiste des États-Unis, chroniqueur au jour. Et avec vous, Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Alors précisément, pour rebondir et continuer à évoquer cette question autour de cette démocratie américaine, on va voir ces quelques éléments préparés en images par Julien Chaïda et on se retrouve juste après. Donald Trump aime surprendre par des déclarations parfois étonnantes. En ce jour de juillet 2024, même son public, en majorité des conservateurs chrétiens, s'est montré dubitatif. Les chrétiens, sortez, allez voter, juste pour cette fois. Vous n'aurez plus à le faire ensuite. 4 ans de plus, vous savez quoi? Tout sera réparé, ça ira. Vous n'aurez plus jamais besoin de voter. Pour les démocrates, Donald Trump annonçait clairement son désir de transformer les États-Unis en dictature. Ce dernier avait alors nié en bloc. L'une de ses principales opposantes, l'ancienne républicaine Liz Cheney, avait averti à plusieurs reprises que le milliardaire refuserait de quitter le pouvoir à la fin de son premier mandat. Notre nation peut résister et se remettre d'erreurs politiques, mais elle ne peut survivre à un président qui bafoue la Constitution.
Donald Trump est le premier président à ne pas reconnaître le résultat d'une élection. Accusant son rival Joe Biden de fraude électorale, il pousse ses partisans à contester le scrutin, ce qui mènera aux violences contre le Capitole du 6 janvier 2021. Le républicain n'a jamais caché non plus sa proximité avec des chefs d'État autoritaires. Des signes qui font dire à ces universitaires que la démocratie américaine est en danger. Le Parti républicain est aujourd'hui un parti autocratique qui rejette les élections et qui n'hésite plus à mentir et à corrompre le processus électoral. Les experts affirment que cette menace va au-delà de Donald Trump. D'après eux, une décision récente de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle constituerait un tournant majeur. Elle protège désormais un président de poursuites pénales pour des actes commis durant son mandat. La décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle est un concept extrêmement vague, qui élève le président au niveau d'une figure royale. Ce n'est clairement pas ce que les pères fondateurs avaient souhaité alors qu'ils venaient de mettre en défaite le roi d'Angleterre. À ce jour, Donald Trump est le seul ancien président à avoir été condamné pour un crime fédéral. À toutes ces critiques, le milliardaire répond que c'est le camp d'en face, démocrate, qui constitue une menace pour la démocratie. Et pour cela, il n'hésite pas à rappeler que c'est bien lui qui a été visé par une tentative d'assassinat lors d'un meeting électoral. Et c'est lui, Donald Trump, faut-il le rappeler, qui a remporté haut la main et le vote populaire et l'élection américaine au mois de novembre dernier. Je voudrais qu'on revienne sur l'une des figures, bien sûr, Corentin, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, de cette nouvelle administration Trump qui sera tout à l'heure au Capitole, c'est Elon Musk, le patron de Tesla, le patron de X, qui a promis, pour reprendre une métaphore qui avait fait beaucoup jaser ici en France il y a 25 ans, ça ne nous rajeunit pas, il a promis de dégraisser le mammouth administratif américain. Est-ce que, en nourrissant un peu cette idée, et Bruno le rappelait tout à l'heure, de l'état profond du deep state qui précède bien sûr Donald Trump, est-ce que ça porte le risque de quelque chose pour le fonctionnement de l'État fédéral et donc de la démocratie américaine telle qu'on la connaît jusque-là? Oui, alors il faut distinguer deux choses dans l'idéologie de Musk, qui s'est, on va dire, libertarienne et qui s'est rapprochée que Trump a inclus dans son logiciel. Il y a une première chose, c'est de dire l'État est mal géré, il faut gérer l'État comme une entreprise et comme une entreprise de la tech, c'est-à-dire en libérant, c'est ce que dit souvent Musk, les talents, les énergies et en se débarrassant, entre guillemets, c'est pas des improductifs. Il y a vraiment cette dimension-là, on est sur une pensée, j'allais dire, économique, anti-État, libertarienne, assez proche de celle qu'on peut retrouver avec Milei, le président Milei en Argentine. Qui sera là tout à l'heure d'ailleurs à Washington, ça n'est pas un hasard. Exactement. Il y a une deuxième dimension, et qui se rapproche là plus du danger éventuel pour la démocratie, c'est que Trump a considéré que son premier mandat a été bloqué par une administration peuplée de démocrates, avec tous ces fonctionnaires qui ne sont pas nommés par le politique, mais qui sont des fonctionnaires fédéraux. Et ce qu'il veut faire, peut-être même dès ce soir par un décret, c'est peut-être supprimer les garanties statutaires de ces fonctionnaires pour les rendre, j'allais dire, nommables et donc virables, si vous me permettez ce terme, par le politique. Et ça aussi, c'est un des grands enjeux de ce soir. Va-t-il prendre ce décret pour transformer des milliers de postes de fonctionnaires de l'État, de postes assez hauts, en postes nommés par le politique? Et ça, évidemment, ça poserait le problème de est-ce que dans l'État doit loyauté au pouvoir politique en place ou est-ce qu'il doit loyauté à la Constitution? Et là, effectivement, on basculerait encore une fois de plus dans un autre régime, dans une autre forme de démocratie. Et un autre rapport, bien sûr, à l'État. Il y a dans ce concept du deep state, de l'État profond, Bruno, quelque chose qui flirte aussi avec le conspirationnisme d'un État qui serait, dont la machine, a priori, serait néfaste au fonctionnement de la société. Oui, au fonctionnement de la démocratie. Comme on l'a déjà dit, cette bureaucratie finalement éloignerait les citoyens de ceux qui sont au pouvoir et ferait en sorte que le dialogue entre les deux soit fortement perturbé. Et puis, alors, c'est l'accusation effectivement des Trumpistes que ces fonctionnaires sont à majorité des démocrates, wokistes, etc. Et que donc, si on veut mettre en place la nouvelle politique, puisque là on est sur un agenda idéologie quand même assez fortement affirmée, beaucoup plus qu'en 2017, eh bien, il faut en passer par là. Et effectivement, si Donald Trump signe ce décret,
chacun jugera selon ses opinions, mais effectivement, d'un point de vue du fonctionnement de la démocratie, ça introduit effectivement une volonté très forte de l'exécutif de s'affirmer, y compris pour procéder à des nominations quand même très sensibles dans le domaine du fonctionnement de l'administration américaine. Une fois qu'on a dit ça, Corentin Célin, qu'on a rappelé ce congrès qui, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat, est clairement aux ordres, une Cour suprême, même si elle continue à exercer son pouvoir, est quand même en l'état composé majoritairement de juges plutôt favorables à Donald Trump. Est-ce que ce président peut devenir un hyper-président ? Alors, justement, il faut peut-être regarder, le diable se cache dans les détails. Bien sûr. On va regarder dans la nuance. Voilà. Congrès aux ordres. Alors, oui, Trump, le parti républicain est aujourd'hui un parti trumpiste. Bon. Mais attention, à la Chambre, la majorité est extrêmement courte. L'élection du speaker, Mike Johnson, qui est vraiment un allié de Donald Trump, et encore plus, puisque là, c'est Donald Trump qui a vraiment réussi à le faire élire, a été difficile. Les républicains ne sont pas d'accord sur tout. Et la majorité est extrêmement courte. Et on sait par ailleurs que pendant la durée pendant les 2 ans, il y a toujours des élections partielles. Il y a beaucoup d'élections partielles. C'est une tradition aux États-Unis. Il y a beaucoup de démissions, de morts, de changements de poste. Bon. Donc il y a des élections partielles à la Chambre. Donc cette majorité est très courte. C'est vraiment à la Chambre que Trump aura le plus de mal. C'est vrai qu'au Sénat, il a une majorité qui, sans être immense, est plus confortable, avec des sénateurs qui sont plus alignés sur lui. Et je fais une petite parenthèse, sachant qu'au Sénat, il faut me corriger si je me trompe, mais il y a 2 sénateurs par État, quelle que soit la population de chaque État. Donc a priori, ça favorise plutôt des États moins peuplés, je schématise, je caricature peut-être, plutôt favorables à... Ah, tout à fait. C'est vrai que le Sénat, aujourd'hui, son mode de représentation non proportionnel favorise des États peu peuplés, ruraux, des Grandes Plaines par exemple, qui sont très conservateurs. Mais ce que je veux dire, c'est que attention quand même à la Chambre des représentants, il n'a pas une marge très très importante. C'est d'ailleurs un peu une surprise parce que à la Chambre des représentants, le succès républicain a été bien moindre que le succès de Trump dans les urnes. Il y a eu un peu... ça n'a pas été complètement aligné. Donc, à voir comment ça peut fonctionner. Et puis, encore une fois, au Sénat, il a une majorité à 53-47, il y a 100 sénateurs. On est très loin d'une majorité qui lui permettrait de faire passer ce qu'on appelle la supermajorité à plus de 60 sénateurs, qui lui permettrait de faire passer toutes les lois qu'il veut. Donc, attention, on va voir comment ça fonctionne. La situation n'est pas non plus celle c'est pas, par exemple, si on prend un exemple historique, Franklin Roosevelt, dans les années, on va dire, de 1933 à 1937, 38, il avait là vraiment quasiment toutes les manettes. Donc, il faut voir comment ça peut tourner. Il ne s'agit bien sûr pas de dire que les États-Unis vont sombrer dans 6 heures dans une autocratie. Bruno, rappelez bien sûr qu'il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis très forts. La presse, bien que Donald Trump ne fait pas suspense de son rapport à la presse et aux grands journaux américains notamment, la société civile. Mais là, ça promet, on l'évoquait tout à l'heure, la fracture est telle qu'on risque d'avoir une société civile qui va s'exprimer peut-être de façon plus forte encore que lors du premier mandat ? Oui, en tout cas, on ne peut pas évidemment prédire l'avenir, mais c'est une vraie interrogation aujourd'hui, c'est-à-dire quel impact auront les premières décisions sur effectivement la société civile américaine. On peut penser d'abord à ce qui va être décidé sur l'immigration, outre le questionnement de savoir comment concrètement va se faire ce que Donald Trump appelle cette plus grande expulsion de l'histoire des États-Unis. D'autres mesures vont peut-être provoquer des réactions très fortes de la société civile, ou pas, parce que on note aussi une forme de résignation, notamment dans le camp démocrate. On l'a même vu avant-hier lors des manifestations contre Donald Trump. Alors certes, il faisait très froid, mais en fait, ça n'avait pas du tout l'ampleur de ce qui s'était passé il y a 8 ans. Peut-être que ça ne va pas durer, mais pour le moment, toute la mouvance, on va dire progressiste, démocrate, etc., est un peu, c'est peut-être un peu excessif de dire ça, un peu chaos, un peu dans les choux. Après. Il y a aussi le principe de réalité d'une élection qui a été largement perdue. Voilà, d'une élection qui a été largement perdue, même si, comme Corentin Célin le disait très justement,
en apparence, Donald Trump a toutes les planètes alignées, Cour suprême, Congrès, etc. Mais effectivement, à la Chambre des représentants, je crois que la majorité de 3 sièges. Donc c'est extrêmement fragile aussi. Et on sait en politique aux États-Unis, comme en France, comme ailleurs, que quand un président apparemment a tous les pouvoirs et que tout doit se dérouler comme sur des roulettes, eh bien c'est là qu'il y a très souvent des maladresses, des excès qui provoquent des effets qui n'étaient pas attendus. On verra bien, mais... Oui, bien sûr. Il a quand même donné aussi quelques éléments ces dernières semaines. Alors, encore une fois, est-ce que c'est de l'ordre du spectacle? Est-ce que c'est vraiment de l'ordre de l'intention? On s'interrogeait sur son désir de devenir un hyper-président. On a quand même entendu ses détracteurs parler même de tentation impérialiste, avec ses propos sur l'annexion du Canada, du canal de Panama, du Groenland. Qu'est-ce que ça dit aussi, ça, de sa conception de la puissance américaine et surtout du respect des autres puissances? Alors ça dit surtout, il y a au moins quelque chose qu'on peut pas reprocher là-dessus à Donald Trump, c'est sa cohérence. Donald Trump, il est entré dans le débat public politique il y a presque 40 ans maintenant par des publicités qu'il avait payées dans les journaux à la fin des années 80 pour dénoncer la politique étrangère des États-Unis qui, selon lui, desservait l'intérêt strictement national au profit d'alliés ingrats dont les États-Unis payaient à la fois la défense et qui ensuite venaient tailler des croupières aux États-Unis sur les marchés commerciaux. Et il n'a jamais perdu cette idée. Et il faut jamais oublier aussi que Donald Trump, c'est l'enfant politique, là je parle de son arrivée depuis 2016, de la double campagne en Irak et en Afghanistan, de ces 2 longues guerres qui ont été si coûteuses et néfastes pour les États-Unis en beaucoup de choses. Et Donald Trump en a tiré la conviction qu'il fallait arrêter que les États-Unis payent pour les alliés, pour faire mener des grandes opérations pour les droits de l'homme, pour des intérêts qui ne les intéressent pas, et de revenir à une politique extérieure du strict intérêt national, c'est-à-dire que ça doit être profitable au sens même matériel, économique, aux États-Unis. Et il avait déjà essayé de mener cette politique pendant son premier mandat, mais il est vrai, freiné par des conseillers qui étaient dans l'ancien moule de l'interventionnisme américain. Aujourd'hui, il veut des États-Unis qui retrouvent leur suprématie sur le continent américain, d'où le canal de Panama, des États-Unis qui n'agissent qu'en fonction de l'intérêt économique qu'ils peuvent en tirer pour eux. Et en ça, il est cohérent depuis 40 ans. Mais l'exemple du Groenland, Bruno, voilà, elle est quand même l'incarnation un peu de ce paradoxe d'une certaine façon, comment mixer America First et Make America Great Again dans la même. Oui, parce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est en partie vrai. On dit souvent que Donald Trump est isolationniste. Il l'est essentiellement, mais en même temps, il y a aussi chez lui une forme, ses prétentions territoriales, par exemple, on peut considérer que c'est une forme d'impérialisme, mais pas selon les canons de la diplomatie traditionnelle, effectivement, selon les canons de qu'est-ce que ça peut me rapporter à moi. Et puis, il ne faut jamais oublier, je ne pense pas que nous soyons à la veille d'une intervention des forces armées américaines, ni au Groenland, ni au Canada. Il met toujours une forme de pression maximum sur les gens qu'il veut impressionner, pour finalement ne pas aller jusqu'où il dit qu'il va aller, mais essayer d'obtenir quelque chose qui soit profitable à l'économie et à ce qu'il estime être les intérêts des États-Unis. Et puis, prendre le Make America Great Again, c'est une nouvelle lecture. Bah oui, rendre l'Amérique plus grande, si on annexe le Canada, si on y rajoute le Groenland, ça rend l'Amérique plus grande, effectivement. Pour conclure, Corentin, au sens littéral, oui. on connaît l'animal, on l'a déjà pratiqué, mais là, sur ce second mandat, tout est possible? Oui, tout est possible. Alors, avec quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné et qu'il faut quand même, parce qu'on a un peu tendance, on a beaucoup poursuivi Joe Biden à cause de son âge. Il ne faut pas oublier que Donald Trump est aujourd'hui très âgé. Il faudra voir quand même comment se passe du point de vue de la santé. Et on a vu avec Joe Biden que c'était pas forcément évident, le cap des 80 ans à passer à la Maison-Blanche. Donc il faut quand même suivre ce dossier-là aussi avec Trump, avec autant d'attention qu'on l'a suivi sur Joe Biden. Le président investi le plus âgé... Il a l'air très en forme. Il a l'air très en forme. Le président investi le plus âgé de l'histoire des États-Unis, 78 ans. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette discussion. Tout de suite, le grand format de Parlons-en. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité internationale. On a beaucoup parlé des États-Unis. On ira bien sûr du côté du Proche-Orient. À tout à l'heure.